Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce dernier jour du festival La Chose Publique que la Villa Gilet organise avec et grâce au soutien de Respublica. Nous sommes très heureux de recevoir Caroline Fourest à l'occasion de la parution de son livre Génie de la laïcité aux éditions Grasset. Alexis Lacroix, qui est directeur délégué à l'Express, va conduire un entretien pendant environ 1 heure avec Caroline Fourest. Puis après, ce sera à votre tour de poser des questions. Et vous pourrez retrouver les livres de Caroline Fourest à l'espace librairie dans le salon à l'étage. Voilà, je vous souhaite un bon moment. Merci. Merci beaucoup Adélaïde. Merci aux équipes de la Villa Gilet et aussi bien sûr à Respublica qui est partenaire de cette rencontre. Bonjour Caroline, tout d'abord bienvenue à Lyon puisque nous arrivons là ensemble descendant à peine du TGV. On est très heureux d'être avec vous bien sûr pour parler de ce sujet qui concerne en fait tous les Français, qui concerne aussi l'avenir de la communauté de destin que constitue la République française. C'est ce sujet bien sûr, c'est la laïcité, ce génie de la laïcité Caroline auquel vous consacrez votre nouveau livre qui vient de paraître aux éditions Grasset. Alors j'avais envie de vous demander peut-être qu'on revienne aux fondamentaux ou aux bases de la démarche qui est celle de votre livre. Est-ce que vous avez voulu, au fond, offrir à un large public une sorte de vade-mecum, de manuel pour comprendre quelles sont les racines spécifiques du modèle de la laïcité, par différence bien sûr avec le sécularisme anglo-saxon, et est-ce que vous avez voulu aussi, dans la bataille des idées qui s'engagent et qui fait rage, tenter de desserrer l'étau, le double étau, la double tenaille qui pèse aujourd'hui sur le modèle laïque français, à savoir les accommodements d'un côté et de l'autre les identitaristes. Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous, bonjour à toute l'équipe et merci à l'équipe de la Villa Gilet pour cet échange dans ce si beau lieu. D'abord, ce livre, pour une fois, c'est pas moi qui voulais l'écrire, c'est mon éditeur qui m'a appelé. Je sortais quand même d'Éloge du blasphème, qui avait été un livre écrit avec les tripes, écrit avec la colère post-7 janvier. Et mon éditeur m'a rappelé en me disant « Écoute, je sais que ça fait pas si longtemps, mais il faut que tu te remettes à l'ouvrage parce que la laïcité, aujourd'hui, tout le monde en parle, mais on lui fait dire tellement de choses que plus personne ne s'y retrouve. » Et comme il mettait le doigt sur une nouvelle souffrance qui était effectivement de voir cette belle idée, cette belle notion être malmenée, travestie, et dont on voyait bien qu'au cœur de la campagne, elle pourrait être en plus particulièrement être instrumentalisée, j'ai dit ok, bon, on y retourne et j'ai pas regretté. Parfois c'est bien qu'il y ait des éditeurs un petit peu directifs dans leurs conseils. Oui, parce que, surtout quand c'est des éditeurs avec qui on travaille depuis des années et qui savent comment chemine la pensée, parce qu'un livre est toujours, finalement la fin d'un livre, c'est toujours le début d'un autre. Et donc la fin d'Éloge du blasphème annonçait peut-être déjà qu'il fallait écrire celui-là, qui résume aussi des travaux que j'ai commencé dans un autre ouvrage, peut-être moins grand public et moins connu que ceux qui ont été plus médiatisés. Mais quand j'ai fait la dernière utopie sur la crise de l'universalisme et les attaques qui pesaient contre l'universalisme, j'avais déjà commencé à réfléchir à cette sophistication d'un modèle français qui fait la différence entre les sphères de liberté, les sphères civiques, et comment appliquer la laïcité de façon à la fois très exigeante et vigilante, et en même temps sans devenir liberticide, parce que c'est toujours le meilleur moyen de vous créer plus d'ennemis que d'amis. Mais quand j'ai recommencé cet ouvrage, en tout cas moi ça m'a fait du bien de l'écrire, parce que d'abord j'ai pu me mettre dans une bulle pendant plusieurs mois, où j'ai eu le grand plaisir de vivre la plupart du temps et de mes journées, souvent au temps de la Troisième République, ce qui était extrêmement agréable. Alors, ce qui était moins agréable, c'était de revenir au temps actuel de la Cinquième République par temps de polémiques politiques. Parfois, c'était un peu violent. On avait l'impression de s'écraser dans... On sent, pour avoir lu stylo en main votre livre, bien sûr pour vous interroger, on sent que, allez, vous auriez aimé connaître les Ferdinand Buisson, connaître Jules Ferry, être peut-être dans la mécanique institutionnelle qui a donné lieu à la belle loi de 1905. Vous seriez bien vu dans ces époques-là, non ? Oui, je pense que j'aurais été très à l'aise. J'aurais beaucoup aimé effectivement connaître ou avoir connu Ferdinand Buisson, Gambetta, Jaurès, et particulièrement Ferdinand Buisson, qui est vraiment l'antithèse du Buisson contemporain dont nous avons malheureusement... Tout lien de parenté entre Patrick et Ferdinand doit être absolument écarté. Et tout lien de filiation idéologique surtout.
Ferdinand Buisson, qui est pour moi l'un des pères fondateurs et de l'école laïque, et finalement celui qui pouvait annoncer la loi de mars 2004 sur les signes religieux à l'école publique, là aussi si mal comprise, et pas pour rien, parce qu'il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de propagande qui cherche à faire croire que cette loi sur les signes religieux à l'école publique est un outil de vexation, de discrimination. Ces propagandes ont des objectifs, hein, donc c'est important de les désamorcer, parce que ça peut non seulement sauver des idées, mais ça peut aussi même sauver des vies dans l'époque actuelle. Donc faire redécouvrir à une nouvelle génération Ferdinand Buisson, qui effectivement est un pur produit de Condorcet, de cette filiation de grands républicains qui se sont toujours battus contre les superstitions, contre les préjugés, pour protéger les minorités religieuses. Ferdinand Buisson, comme avant lui Condorcet, c'est des gens qui militent à la Société des Amis des Noirs, c'est des gens qui se dressent contre la misogynie, qui se dressent contre l'antisémitisme, qui évidemment ont un point de vue libre penseur. Ferdinand Buisson était aussi un libre penseur, il était d'origine protestante et libre penseur. Et plus que Jules Ferry, il pensait que l'école publique avait le droit de bousculer les préjugés des parents des enfants à travers les enfants, à la condition bien sûr de respecter leur libre arbitre, de le faire non pas en imposant une vérité, mais en cherchant à aiguiser cet esprit critique. Alors justement, Caroline, vous le citez, Buisson, enfin le bon Buisson, hein, dans La foi laïque, il écrit, écrivez-vous, l'école veut tuer dans l'âme des petits Français du XXe siècle, non pas la foi, mais la haine. Ce qui, évidemment, laisse une marge sur l'interprétation de ce qu'est pour lui la laïcité à l'école. Il s'agit d'un équilibre fragile, précaire, aujourd'hui évidemment menacé, entre les principes républicains et la liberté de conscience. Mais c'est surtout que quand on lit les arguments de Ferdinand Buisson, on sait qu'il répond à des attaques extrêmement violentes, dont on a même perdu le souvenir, à des procès d'intention contre l'école laïque qui nous rappellent incroyablement, mais à plus petite échelle, ce qui s'est déchaîné plus récemment, notamment contre la loi sur les signes religieux à l'école publique ou contre toute personne qui ose encore défendre une certaine idée de la République et de la laïcité. Et c'était ça, à mon avis, comme... Ce bond en arrière est intéressant pour dire à ceux qui aujourd'hui pensent que la laïcité n'est tournée que contre les musulmans et donc est un instrument de vexation et de domination culturelle, il faut transmettre cette histoire et leur dire mais rappelez-vous qu'avant tout cet outil, cet idéal, cette séparation, elle a été pensée pour protéger la République mais aussi l'égalité et les minorités religieuses de la domination culturelle de l'Église catholique, et que ça s'est fait dans le sang, dans les larmes, dans des siècles et des siècles de combats, de passes d'armes, avec exactement les mêmes stratagèmes, les mêmes retournements de vocabulaire. Alors à l'époque, on ne disait pas islamophobie, mais on disait qu'on voulait tuer Dieu à l'école, et qu'on voulait détruire le père de famille, la civilisation. Il y avait des mouvements catholiques qui appelaient à la désobéissance civile, comme il y a des mouvements islamistes qui veulent appeler à la désobéissance contre la loi des signes religieux à l'école publique. Et Ferdinand Buisson a toute sa vie dû se défendre, effectivement, de ne vouloir que servir l'égalité à travers la laïcité. Et donc il explique cette fameuse phrase quand on lui dit « mais vous voulez tuer Dieu et souffler sur la haine des catholiques avec votre vision de l'école laïque », lui disait « non, on ne veut pas tuer la foi dans le cœur des petits Français, on veut simplement tuer la haine. Et la laïcité à l'école, c'est ça. » À l'époque, il n'y avait pas encore des gens qui posaient des bombes ou qui tiraient à la Kalachnikov contre la République, mais il y avait à peu près l'équivalent. Il y avait aussi une inflation de congrégations assomptionnistes ou jésuites qui peu à peu grignotaient l'enseignement et faisaient côté face, si vous voulez, semblant de respecter la jeune République, la République fragile qui était encore entourée d'ennemis et menacée de pouvoir succomber à ses adversaires. Mais en coulisses, on sait que ces congrégations, en réalité, tenaient un double discours et vraiment faisaient œuvre de rééducation des jeunes Français en les éduquant dans la haine de la République. Et s'il n'y avait pas eu, là aussi, grande réhabilitation un peu douloureuse, moi je pense que s'il n'y avait pas eu celui qu'on a appelé le petit père Combes, qui est devenu l'objet de tant de réprobations et dont la réputation a cédé à tant de calomnies et de cabales, mais s'il n'y avait pas eu Émile Combes, qui n'était pas pour la séparation, lui il était pour le concordat. Par contre, il a fait une œuvre extrêmement ambitieuse de lutte contre ces congrégations, qui étaient des congrégations intégristes, pour essayer de faire en sorte qu'on reprenne un peu la main et que l'école laïque redevienne l'école de la majorité des Français.
S'il n'avait pas fait ce travail-là, je pense que peut-être nous ne serions plus en République. Nous n'aurions pas connu cette paix royale, si j'ose le mot, qui a suivi grâce à ce travail qu'aucun homme politique ou femme politique actuelle n'osera jamais, qui est de dire oui, nous assumons que la République a une école, c'est son école, et qu'elle doit lui donner tous les moyens pour essayer d'être l'école qui fait envie à la majorité des citoyens. Alors Caroline, vous venez de planter le décor idéologique, de nous rappeler, disons, à sauce et à gambade, les grands principes de la laïcité. On reviendra d'ailleurs sur la partie historique de votre livre qui est absolument passionnant. C'est une histoire des idées, du combat en faveur de la laïcité. Il commence bien sûr à l'éclosion de l'humanisme européen, il commence au XVIe siècle et il se poursuit ensuite bien sûr par-delà le siècle des Lumières. Mais on va planter le décor aussi de l'actualité idéologique du débat sur la laïcité. Il n'a jamais été aussi intense en France depuis ces dernières années. Il y a deux conceptions au fond qui s'emparent du mot, et il y a une homonymie trompeuse sur laquelle vous reviendrez et sur laquelle vous avez dans le livre des pages absolument définitives. Mais on peut peut-être partir au fond de l'avant-scène de notre actualité. C'est sans doute 2004, c'est-à-dire ce moment où il y a, sous l'influence de Jacques Chirac, mais avec aussi beaucoup de parlementaires de gauche, la volonté de promulguer une loi dite sur les signes ostensibles dans les établissements scolaires pour en limiter, plutôt pour en annuler même la présence. Et cette loi, on le sait, a déchaîné des tirs de barrage très différents, venant d'horizons très différents. À l'époque, on sait que d'ailleurs François Bayrou y était opposé, mais aussi il y a un certain nombre de personnalités de gauche. Et donc vous citez dans votre livre une personne qu'on reconnaîtra aisément en disant qu'au plus fort du débat, j'ai moi-même entendu une universitaire spécialisée dans l'étude des sciences religieuses, devenue depuis sénatrice écologiste, etc., expliquer à une salle principalement composée de sympathisants des frères musulmans qu'avec cette loi, la France faisait aux musulmans ce qu'elle avait fait aux juifs. C'est évidemment, ajoutez-vous, tout le contraire, puisque la loi s'inspire notamment des circulaires antifascistes d'un grand ministre de la Troisième République, qui était le ministre de l'Éducation nationale du gouvernement de Léon Blum, Jean Zay. Néanmoins, là, vous pointez quelque chose qui est absolument fondamental et qui n'a jamais été vraiment résolu dans le débat public français. Il continue d'y avoir des bonnes consciences progressistes, animées apparemment des meilleures intentions, qui pensent qu'effectivement cette loi de 2004 et son prolongement en 2010 avec la loi contre la burqa sont des lois liberticides. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre et comment est-ce qu'on peut désamorcer cette pensée qui aujourd'hui ne désarme pas ? Et ça fait plus de 16 ans qu'on essaie non seulement de leur répondre, mais qu'on essaie de limiter l'impact terrible que peut avoir leur parole pseudo-savante et en réalité extrêmement militante. Je veux dire, c'est extrêmement militant de vouloir faire croire aujourd'hui, dans le contexte actuel, mais ça a commencé donc il y a 16 ans et même avant, que la République, la laïcité sont fondamentalement mues par la haine de l'islam et des musulmans. Il faut bien comprendre, je pense qu'aujourd'hui les gens le comprennent mieux, mais moi je me suis inquiétée bien avant le 7 janvier de l'impact que pouvait avoir ce discours en termes de blessures, en termes de radicalisation. C'est un discours qui, pour moi, arme beaucoup plus les tueurs que même l'argent, les réseaux mafieux pour fournir quelques kalachnikovs. Je veux dire, avant de trouver des gens prêts à tuer, il faut armer leur cerveau. Quand vous êtes dans un pays, donc là on va poser le cadre de l'urgence intellectuelle dans lequel il a fallu reprendre ce travail et ne jamais le cesser. Quand on est dans un pays où vous savez qu'un groupe, qu'un État qui a des moyens peut armer vos propres citoyens, les retourner contre vous-même, grâce à l'idée que ces citoyens ne sont pas aimés par le pays où ils sont nés et que ce pays les persécute dans leur foi, moi je pense que ça demande une très grande responsabilité individuelle sur ces sujets et que ça demande de tenir compte de cette guerre psychologique, culturelle et terroriste. Il y a des intellectuels qui considèrent qu'il ne faut pas en tenir compte et que, en réalité, sont plutôt d'accord finalement avec la rhétorique qui est développée en face. Alors, il y a des cadres d'analyse où je peux comprendre qu'ils conservent leur droit à la critique. On a le droit de critiquer cette loi, mais on n'est pas obligé de totalement mentir sur ses intentions, sur son application, ni sur l'histoire qui se cache derrière. On peut avoir un peu d'honnêteté quand même quand on est dans l'opposition à ces mesures. Or, aujourd'hui, on est pris dans un échiquier intellectuel bien plus que politique. Moi, je pense franchement que, d'abord, on est en train de déjouer les plus grandes caricatures politiques, et j'espère que ça va continuer. Mais je pense que
les récupérations politiques, les caricatures auxquelles on a eu le droit, c'est le bout de cette dégénérescence intellectuelle. Vous le dites d'ailleurs à un moment dans le livre très clairement, hein, vous dites ce qui pose problème, là où il y a des démissions intellectuelles, là où il y a des gens qui flanchent, là où ils devraient résister, c'est pas tellement chez les responsables publics qui, excepté disons le Front National, sont souvent assez corrects sur ces questions, c'est dans le monde académique, universitaire, chez certains intellectuels, je viens d'en citer une d'ailleurs, hein, qui était emblématique de ça, et qui n'ont toujours pas compris, ou qui ne veulent pas comprendre ce qu'est le modèle français de laïcité. Elle fait le pire des deux, du modèle politique et du modèle intellectuel. Comme quoi le cumul des mandats, je ne sais pas comment on va pouvoir l'interdire complètement. Non mais sérieusement, oui, je pense que dans ce pays on irait beaucoup mieux et on aurait un débat beaucoup plus vivifiant si on ne passait pas notre temps à se battre à l'intérieur même d'un monde qui est censé réfléchir et qui est censé éclairer contre les discours de confusion, contre les procès d'intention. Et il y a au sein de l'université des faux amis qui, au lieu d'éclairer, passent leur temps à semer la confusion. Alors soit parce que c'est leur spécialité qui les guide vers une grille de lecture finalement où l'intégrisme perturbe trop de leurs référents pour être pris en compte. Je pense notamment effectivement aux sociologues du fait religieux ou aux sociologues de la discrimination qui, de par leur spécialité, sont extrêmement embarrassés par l'irruption du phénomène de l'intégrisme. Les sociologues du fait religieux sont souvent des gens qui sont eux-mêmes assez croyants et considèrent et ont écrit depuis 30 ans que le vrai problème, c'était le laïcisme, ce qu'ils appellent le laïcisme, qu'on avait trop souffert à cause de cette vision trop rationaliste de la République, et que par contre, le regain de religiosité auquel on assiste depuis la fin des années 70, lui, allait réenchanter le monde. C'est le discours dominant dans leur spécialité. Donc c'est normal que quand le réenchantement annoncé tourne au cauchemar, parce qu'en réalité, c'était pas un regain de spiritualité, c'était un regain de dogmatisme et de fanatisme, leur grille de lecture soit tellement fausse qu'ils rament un peu pour essayer de remettre ça dans le bon ordre et qu'ils doivent défendre leur bilan intellectuel. Donc ils vont essayer notamment de faire taire les lanceurs d'alerte, ceux qui travaillent sur l'intégrisme. Ça va de les traiter d'islamophobes à les mépriser universitairement, pour cacher en réalité un vrai militantisme. Moi, j'ai pas de souci à assumer un statut d'intellectuel engagé. Je suis engagée. Mon outil d'engagement est la création et l'écriture de livres. Mais j'aime bien quand les gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi assument aussi qu'ils ont des engagements. Il y a beaucoup de sociologues du fait religieux qu'on retrouve à des colloques avec des mouvements sectaires, qui interviennent sur les sites de mouvements sectaires, qui vont au congrès de l'UIF, c'est-à-dire un congrès qui est le lieu de rassemblement des frères musulmans, et c'est pas rien, l'internationale des frères musulmans, c'est une des internationales les plus intégristes qui soit aujourd'hui au niveau mondial, et qui tiennent un discours systématique de négation de leur danger. Les sectes ne sont pas des sectes, ce sont des nouveaux mouvements religieux. Les frères musulmans ne sont pas dangereux, ce sont juste des orthodoxes. C'est d'ailleurs ce qu'écrivait aussi Sarkozy dans un de ses livres. Ils sont au contraire des modérés, alors que non, ils ne sont pas modérés ni sur la question des femmes, ni sur la question des homosexuels, ni sur la question de la laïcité. Mais pour ces sociologues du fait religieux, tant que vous n'êtes pas dans l'incitation à tuer, vous êtes modérés. Alors évidemment, c'est un nuancier un peu particulier, mais tout est relatif. Mais en plus, ils considèrent vraiment que ceux qui peuvent les juger radicaux, eux, sont extrémistes. Et donc, à l'inverse, ils ont développé tout un vocabulaire qui traite les laïcs de laïcistes, d'intégristes, d'ayatollahs de la laïcité. Et vous voyez comment, à partir de livres qui sont étiquetés universitaires, parfois édités par des maisons d'édition universitaires, vous vous retrouvez avec une description du monde où finalement les intégristes sont les victimes et les blasphémateurs, les libre-penseurs, les laïcs sont les intégristes. Montré du doigt. Et alors justement, récemment, cette affaire déjà complexe au niveau hexagonal, c'est compliqué de l'ingérence, on pourrait dire intellectuelle, d'éditorialistes américains, en l'occurrence les éditeurs du New York Times, qui ont publié des témoignages à charge contre la France et sa politique d'État censée être répressive à l'endroit de l'expression justement de leur singularité vestimentaire des femmes musulmanes en France. En clair, une politique d'État qui serait, sous le gouvernement Valls,
particulièrement sévère à l'endroit des femmes musulmanes habitant en France qui veulent porter le voile et le hijab. Alors, Manuel Valls, d'ailleurs, a répondu lui-même dans les colonnes du New York Times par une tribune à ces allégations. Mais de quoi ça témoigne plus largement, au-delà, disons, du fait politique lui-même, de quelle incompréhension cela témoigne-t-il, selon vous, Caroline, entre la conception anglo-saxonne de la coexistence et la conception française de la laïcité et de la neutralité de l'État? Oui, c'est vraiment le nœud d'une guerre culturelle qui va en plus évidemment la prendre à un nouveau tournant. Je vous disais tout à l'heure, il y a les sociologues du fait religieux, les sociologues de la discrimination qui par peur du racisme ne vont pas penser l'intégrisme, et puis se rajoute une autre catégorie intellectuelle et qui parfois recoupe les deux premières. C'est effectivement ceux qui sont plutôt favorables au modèle anglo-saxon de laïcité et qui vont considérer que la laïcité française est trop anti-religieuse. Et ce modèle-là, cette approche-là, pas au sens de modèle figé, mais au sens d'idéal type weberien, on tend vers une idée, un schéma qui nous guide, est très répandu. Et effectivement, à générer un nombre de malentendus culturels et de propagande, là aussi, extrêmement vénéneuse. Moi, je les ai découverts et j'ai compris leur force au moment de l'affaire des caricatures, quand j'étais à Charlie Hebdo. Donc on était, vous pouvez l'imaginer, en 2006, au cœur de la tempête. On devait à la fois tenir bon, publier ses dessins, les expliquer, enquêter et répondre à nos confrères qui nous demandaient des comptes. Et les plus virulents, vraiment c'était des moments très désagréables, c'est quand à Charlie débarquait le correspondant du New York Times qui venait nous mettre en procès, ou du Guardian, et qui venait, c'était à l'époque souvent ou moi ou Fiammetta Venner qui donnait les interviews en anglais. Et on nous expliquait qu'on avait d'abord qu'on blessait la foi des croyants, que c'était insupportable, que si des croyants étaient malheureux, on n'avait absolument pas à montrer ses dessins, qu'ensuite on devait respecter les interdits religieux, et qu'en plus on humiliait les musulmans, ce qui a été repris ensuite par Todd, mais c'était déjà le credo de cette presse. On a vécu même un moment, parce que nous on savait que ces procès nous mettaient en danger, on le sentait physiquement, qu'il fallait à tout prix se faire comprendre parce que c'était là aussi cette inversion du monde qui pouvait nous coûter très très cher ensuite. Et puis parce que déjà certains d'entre nous étaient sous protection, que les menaces arrivaient, donc c'était d'autant plus douloureux d'essayer de s'expliquer et de dire mais vous n'avez pas compris que Charlie Hebdo est un journal antiraciste, que nous avons toujours publié des dessins satiriques envers tous les symboles de toutes les religions et que dans cette affaire, nous ne faisons qu'illustrer une polémique mondiale où si nous ne le faisions pas, nous fermons tout simplement parce que notre liberté d'expression n'a plus de sens. Et quand on défend le droit de montrer ses dessins, c'est pas ni pour humilier, ni pour inciter à la haine, c'est pour défendre ce que vous devriez défendre aussi, c'est-à-dire une liberté d'expression élémentaire qui ne peut pas s'arrêter à l'épiderme extrêmement sensible des intégristes. Le correspondant du New York Times, qui nous a fait des articles tous plus mais malfaisants les uns que les autres, avait à un moment donné, à une conférence de presse, dit « Mais l'Iran publie des dessins pour se moquer de la Shoah, est-ce que vous allez les publier aussi ?» Et je me souviens que Philippe Val, à l'époque, avait répondu « Écoutez, si cette polémique devient mondiale, peut-être qu'on montrera ces dessins pour les critiquer, et puis on fera faire les légendes par Lanzmann. » Voilà, mais on mettra notre appareil critique comme on a mis notre appareil critique sur les dessins de Mahomet. Et le New York Times avait titré le lendemain « À Paris, demain, on se moquera aussi de la Shoah ». J'ai découvert pour ce livre que cette mauvaise foi avait une longue histoire. Qu'en 1905, le correspondant du New York Times, évidemment, c'était pas le même, je ne pense pas, avait déjà couvert le débat sur la séparation comme étant la preuve que la République opprimait l'Église et avait décrit cette loi de la séparation comme une loi de persécution. Donc vous voyez que le malentendu est ancien et en réalité, c'est là où on est obligé de rentrer dans l'histoire parce qu'à un moment donné, ça n'est pas que... mais avant de rentrer dans l'histoire, pardon, oui, avant de rentrer dans l'histoire, dites-nous quand même ce que vous voulez dire, Caroline. C'est le même sujet. Quand vous écrivez à la fin d'un chapitre du livre que cette incompréhension transatlantique, qui est liée à des histoires et à des modèles différents, ne serait pas si grave si le soft power américain n'encourageait pas des jeunes Français à maudire leur propre pays dans un contexte aussi explosif. Qui visez-vous? Que visez-vous? À quoi faites-vous référence? Bon, alors je vise à un soft power qui a perdu clairement les élections et qui donc va être remplacé par un autre soft power américain, presque pire dans un autre sens. Donc voilà, mais on va solder les comptes de l'ancien. Clairement, l'ambassade américaine et le département d'État américain, depuis quelques années, démocrates comme républicains, est poussé par
le lobby intégriste plutôt chrétien aux États-Unis a enquêté sur tout ce qui porte atteinte à la liberté religieuse. Et donc le département d'État américain publie chaque année une liste des pays qui portent le plus atteinte à la liberté religieuse. Et là, c'est constitutif vraiment de l'histoire et du modèle américain. Et il se trouve que dans cette liste, je peux vous dire que la France est à peu près derrière Cuba. Voilà, on est à peu près perçu comme ça. Alors on n'est pas perçu comme ça seulement depuis la loi sur les signes religieux. Ça remonte à 1995, et notamment au moment où Alain Vivien et d'autres parlementaires ont fait une commission d'enquête sur les sectes, qui a été très très mal vécue outre-Atlantique, qui a été considérée comme une chasse aux sorcières digne du macartisme, parce qu'on osait dire que la scientologie était une secte, par exemple, alors que la scientologie aux États-Unis est considérée comme un mouvement religieux assez prospère et qui a des alliés et qui a même pas mal d'ambassadeurs reconnus, etc. Et quand on a en plus adopté la loi sur les signes religieux à l'école publique, alors là, ça a été le retour du vieux malentendu entre la France et les États-Unis, qui, encore une fois, est ancien. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en 2004, quand nous étions en train de se poser toutes ces questions de comment est-ce qu'on sanctuarise l'école publique, comment on fait en sorte que tous les citoyens soient éduqués à égalité, loin des préjugés, des superstitions de leurs parents, les États-Unis, eux, ont eu un district qui a adopté une loi contre les signes des gangs à l'école. Parce que leur problème à eux, c'est qu'il y a des écoles où chaque gamin vient avec un signe d'appartenance à un gang, l'autre à un autre gang, et que ça se bat dans la cour de récréation. Et donc pour essayer d'apaiser les esprits, ils ont interdit les signes tout court. Jusqu'au jour où une élève voilée s'est présentée à l'école et a dit « mais moi, c'est religieux ». Et aux États-Unis, quand c'est religieux, c'est terminé. Fin de la discussion, c'est religieux. La liberté religieuse est toujours placée avant toute autre discussion, toute autre considération d'égalité ou de laïcité. Et donc, elle a porté plainte contre cette loi, elle a gagné, et du coup, fin de la loi contre les signes de distinction et de gang à l'école aux États-Unis. Mais à cette époque, y compris les organisations laïques américaines, ont pris position contre la loi française. Un responsable d'une grande organisation laïque américaine a dit... En France, c'est non français, un-French, de porter le hijab. Aux États-Unis, it's un-American, non américain, de ne pas pouvoir porter le hijab. Les États-Unis d'Amérique, je vous interromps, mais c'est pour compléter votre raisonnement. Écrivez-vous, se sont placés sous la protection de Dieu pour rester unis. Et vous ajoutez, la France a dû remettre Dieu à sa place pour rester une république, si bien que leurs credos patriotiques sont à cette image. Aux États-Unis, on chante God bless America. En France, on crie Vive la République. Et on recrie d'ailleurs Vive la République. Heureusement, depuis 2 ans, on va y venir dans un instant. Quand un philosophe, qui est Pierre Manante, regrette l'effacement du nom de Dieu dans l'espace public français, vous lui répondez, tu devrais prendre ton passeport américain parce que tu n'as pas compris ce qu'est le modèle de la laïcité à la française. Je viendrai à Pierre Manant après, mais juste parce que j'ai pas fini de répondre, pardon Alexis, à ta très bonne question sur les implications du soft power américain. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'intellectuels qui, oui... Pierre Manant, je pense que c'est un peu plus compliqué. C'est la philosophie catholique qui parle là. Mais les implications de ce malentendu, avant d'en venir alors à ses racines profondes, c'est que le département d'État et l'ambassade ont reçu, aidé et structuré à peu près tous les mouvements qui, en France, pouvaient attaquer la loi sur les signes religieux ou considérer que la laïcité française était islamophobe. Donc, il y a beaucoup de courants dont vous avez peut-être entendu parler ou pas, de type, on va dire, les indivisibles, mais pas seulement, des courants victimaires, pro-voile, et souvent aussi pro-islamistes, parce qu'en étant pro-voile, collaborant avec tous les groupes intégristes attaquant les laïcs, qui ont eu table ouverte, et des moyens, et des réseaux, aidés grâce au soft power américain, à tel point que Wikileaks a révélé un jour certains câbles dans lesquels on voyait l'ambassade américaine se féliciter du soutien actif à des sites comme Ouma.com, qui est un site où grenouillent à peu près tous les frères musulmans autour de Tariq Ramadan. C'est un site dont le forum, accessoirement, a publié un jour mon adresse, mon code de porte, avec des menaces très explicites. Ils vous suivent à la trace, hein. Ils vous suivent la trace. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est déjà pas facile d'avoir les islamistes sur le dos. Si en plus il faut avoir le soft power américain, ça commence à faire beaucoup. Donc, il se trouve que ce soft power, au nom du community organizing, c'est-à-dire l'organisation communautaire, a jugé que comme la France et son modèle ne savaient pas lutter contre les discriminations, fallait lui donner un coup de main en allant structurer dans les banlieues les jeunes sur un mode communautaire.
Et donc un mode communautaire qui finit toujours par prendre la défense du voile contre la République, parce que si aux États-Unis, le community organizing a l'avantage de combler les trous d'un État-providence défaillant et faible, dans un pays comme la France, c'est le contraire de l'efficacité. Au contraire, ça génère des replis communautaristes qui minent exactement tout ce qui nous fait mal. Et ça, les Américains ne veulent pas le comprendre. Maintenant, comme Steve Bannon, qui est le chef de l'alt-right, c'est-à-dire l'extrême droite nouvelle manière, qui vient de prendre le poste de chief strategist auprès de Donald Trump, va être à la tête de toute cette stratégie d'influence culturelle, ça veut dire plutôt le contraire. Ça veut dire que désormais le soft power américain, à l'unisson d'ailleurs du soft power russe, va souffler dans les voiles et dans les bronchies plutôt des identitaires, des groupes d'extrême droite. Donc on va avoir un autre problème. On avait déjà 2 fronts contre lesquels on passait notre vie à lutter, et là on aura ce déséquilibre. Mais au-delà du phénomène Trump, qui peut-être pour moi la démonstration que le modèle anglo-saxon, contrairement à ce qu'on nous a expliqué, ne protège pas des retours de bâton populistes et racistes. Parce que là, la démonstration est faite, mais depuis le 7 janvier, quelle souffrance, pour expliquer à des collègues, à des amis que non, oui, le modèle français était exigeant, pénible, on se dispute au sujet de tout en France, mais parce qu'on veut faire partie de la même famille. En France, c'est là aussi qu'il y a le plus fort taux de mariage mixte. C'est en France, à la surprise de peut-être certains Anglais, que les musulmans ont la meilleure image en Europe, même après les attentats. Nous sommes devant les Britanniques, devant, je ne vous parle pas de l'Europe de l'Est, vous imaginez l'image qu'ils ont des musulmans. Donc, on a des chiffres objectifs qui montrent que malgré les éclats de voix, les outrances dont nous sommes capables, parce que nous sommes un pays profondément qui aime la polémique, la dispute et le débat, en réalité, en profondeur, on se marie, on se mélange, et l'égalité, elle progresse, les discriminations, elles ont plutôt tendance à reculer. Il y a un sursaut, une écume raciste. Et moi, je ne dis pas islamophobe, parce que ce qui me choque, c'est pas qu'on puisse critiquer la religion musulmane, comme je ne suis pas choquée qu'on puisse critiquer la religion catholique ou juive ou toute autre religion. Ce qui me choque, c'est le racisme. C'est ça, mon adversaire, c'est le racisme. Le racisme anti-musulman, les actes et les propos anti-musulmans, oui, bien sûr qu'ils sont en progression. Ils sont toujours 2 fois moins que les actes et les propos anti-juifs. C'est quand même troublant dans la période dans laquelle on vit, parce qu'ils sont exactement corrélés à la peur de l'intégrisme et des attentats. C'est-à-dire que quand des gens tuent des juifs au nom de l'islam dans un pays, il y a toujours 2 fois plus d'actes et de propos anti-juifs que anti-musulmans. C'est peut-être qu'il y a là une racine intégriste qui réellement est le problème et ce qui provoque le pire dans ce pays. Donc il faut s'y atteler. Et à mes yeux, c'est le meilleur moyen de faire baisser le racisme. Parce que je pense profondément que le racisme post-colonial, qui était celui des générations précédentes, était en train de passer quand le fanatisme au nom de l'islam a ravivé ce vieux fond et lui a ajouté des vagues de Français qui ne sont pas phobiques au sens ils ne sont pas opposés ou effrayés par l'islam de façon irrationnelle, ils le sont de façon rationnelle, légitime et logique. Ils ont peur, oui, du fanatisme et des attentats. Bon, ben oui. Comment est-ce que vous combattez ça ? Il y a des gens, des intellectuels, avec toute une sophistication et des batteries d'arguments qui vont vous dire « cette peur est fausse, il ne se passe rien, tout va bien, ils ont tort, c'est des racistes ». Je suis persuadée que ce discours-là fait monter le pire. L'extrême droite, la démagogie, que ça ne sert absolument à rien, que ça ne convainc personne. Moi, je préfère dire « oui, il y a un problème de radicalisme, ça n'est pas un problème religieux, ça n'est pas un problème culturel, ça n'est pas un problème d'immigration, c'est un problème de radicalisme intégriste. C'est précis. Donc, si le problème, c'est le radicalisme intégriste, la solution, c'est pas le repli identitaire, c'est pas la xénophobie, c'est pas le racisme. La solution, c'est la laïcité. Et alors, vous ouvrez une parenthèse importante dans le livre pour qu'on comprenne justement les racines de ce radicalisme islamique ou islamiste. Vous dites qu'il ne faut pas simplement le combattre sur un plan idéologique, il faut bien sûr faire ce combat, et vous le menez quotidiennement, mais aussi il faut comprendre l'histoire, la genèse historique de ce fondamentalisme ou de cet intégrisme qui naît en fait au tournant du XXe siècle dans une révolution qui a donné lieu par exemple à la création en Égypte des frères musulmans. C'était en 1928 par le propre grand-père de Tariq Ramadan, Hassan el-Banna.
qu'est-ce qui s'est passé justement dans ces 80 années? Qu'est-ce qui s'est passé qui a permis la lente mais progressive consolidation des intégristes au sein des populations musulmanes, et notamment bien sûr au sein des populations musulmanes françaises qui aujourd'hui sont un peu au cœur des interrogations de beaucoup de Français? C'est un très vaste sujet, je sais bien. Et c'est le cœur du sujet. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, là aussi, il y a une guerre pour faire les mauvais diagnostics et penser qu'on peut expliquer le taux, par exemple, de djihadistes en Syrie à cause de ceux qui vous diront que c'est parce qu'on a fait la guerre en Syrie, et ceux qui vous diront que c'est parce qu'on est un pays trop laïque. Et je prends juste un point de départ qui m'a beaucoup choqué et qui est pour beaucoup dans la mise en œuvre de ce livre. C'est un article qui est paru dans Foreign Affairs, signé par 2 chercheurs américains très écoutés de la Maison-Blanche et qui, à mon avis, reflète malheureusement beaucoup l'opinion de Barack Obama. Et qui, en 3 pages ahurissantes, qui s'appelle The French Connection, la connexion française, explique que s'il y a autant de djihadistes français, belges et tunisiens en Syrie, c'est que la source du djihadisme et de la radicalité, l'explication, c'est la francophonie et la laïcité. Mais c'est paru dans une revue sérieuse. Enfin, je veux dire, ça a été commenté, repris, c'est écouté par des politiques. C'est hallucinant. Alors, ils s'appellent William McCants et Christopher Meserole. Ces 2 donc, intellectuels américains qui auraient, donc, d'après vous, et ça c'est vrai que c'est un peu angoissant, influencé fortement la Maison-Blanche sous Obama. Avec d'abord, il y a un déficit de méthodologie qui, dans ces 3 pages, parce que ça ne fait que 3 pages, qui est terrifiant, mais vraiment terrifiant. L'ambassadeur français a qualifié cet article d'insulte à l'intelligence. Et vraiment, quand vous lisez ces 3 pages, vous êtes sidéré qu'on puisse publier quelque chose d'aussi pauvre en termes d'argumentation. Bon, ça exclut le fait que la plupart des djihadistes en Syrie, en nombre, viennent de pays musulmans. Ils viennent aussi d'Arabie Saoudite. Ils viennent de pays où ils n'ont évidemment souffert ni de discrimination liée à la laïcité. En Arabie Saoudite, c'est assez rare. Ni même forcément de conditions économiques particulièrement défavorables. Je rappelle que la plupart des grands stratèges et mécènes de l'islamisme, dont quelques milliardaires, sont à peu près à l'antisystème et à la pauvreté ce que Donald Trump y est. Donc, à un moment donné, ça va bien, les excuses aussi. Et puis, je rappelle aussi accessoirement que tous les pauvres ne deviennent pas des salauds. Donc, à un moment donné, on ne peut pas faire des liens mécaniques entre la précarité, la pauvreté et le fait de vouloir prendre une Kalachnikov pour tirer dans une foule. Mais au-delà de ça, il y a une telle méconnaissance même de la laïcité et même de la culture française en général que, par exemple, ces 2 chercheurs vous disent « mais la Belgique, la Tunisie, la France, ils ont la même laïcité ». Parce que tout est faux dans cette histoire, les 3 n'ont pas la même laïcité. Et puis la Belgique et la France ont adopté la même loi interdisant le voile intégral dans la rue. Donc c'est la même laïcité. Il se trouve que la loi qui interdit le voile intégral dans la rue, c'est pas une loi laïque du tout, c'est une loi qui est prise au nom de l'ordre public et de la sécurité. Donc c'est une loi sécuritaire. Moi, j'étais plutôt pour, mais ça n'a rien à voir avec la laïcité. Et que la Belgique, à part ça, et la France sont sur 2 modèles de laïcité complètement différents. La Belgique est un modèle communautaire, où d'ailleurs la laïcité est quasiment traitée comme une philosophie à part entière qu'il faut traiter à égalité avec les autres croyances. Enfin, ça n'a rien à voir avec notre modèle républicain universaliste. Et la Tunisie a encore pris un autre chemin qui est de reconnaître quand même, de continuer à considérer comme l'islam comme la religion de la majorité des Tunisiens et donc de le placer dans un rang supérieur à d'autres croyances. Mais vous voyez à quel point le malentendu est profond. Donc moi j'essaie d'expliquer que, j'ai essayé de l'expliquer sur la BBC, ce qui n'a pas été facile, qu'en réalité, si on pense que c'est lié au modèle d'intégration, on fait complètement fausse route. Le modèle d'intégration, c'est ce qui mesure si une immigration qui a déjà une certaine ancienneté finit par adhérer ou pas aux valeurs de la sécularisation, par exemple. Si vous comparez l'immigration postcoloniale anglaise et l'immigration postcoloniale française, vous vous apercevez qu'en réalité, notamment les Pakistanais à Londres, donc les musulmans, c'est beaucoup des Pakistanais à Londres et au-delà, en Angleterre, à 40% dans les études vous disent qu'ils veulent appliquer la charia en Angleterre. Même nos études les plus pessimistes en France, et même la dernière qui est un peu contestable du point de vue méthodologique, dans les plus grands moments de pessimisme, on arrive peut-être à 30% de musulmans français qui considèrent que les lois de Dieu sont plus importantes que les lois humaines, sans vouloir l'appliquer forcément en France. Donc déjà, voilà. Si vous rajoutez le critère des mariages mixtes, si vous rajoutez tout simplement la vie communautaire, ça ne veut pas dire que chez nous, ça ne se dégrade pas. Nous sommes en train de rejoindre le communautarisme religieux
qui a tellement défrayé la chronique en Angleterre et qui, à mon avis, pose aussi de sérieux problèmes aux États-Unis. Mais en réalité, on est plutôt ceux qui s'en sortent le mieux en termes de modèles de mélange et de recul des préjugés profonds. Ça, c'est très important aussi. C'est à l'intérieur de l'ensemble de la réflexion sur l'intégrisme, c'est votre réponse aux identitaires et au Front National qui prétendent que la France serait particulièrement plombée par un problème de communautarisme. Finalement, vous montrez, chiffre à la pluie, comme vous venez de le faire, mais dans le livre de manière très détaillée, que c'est pas vrai, qu'au fond, la France s'en sort plutôt bien. Et si elle s'en sort bien, c'est parce qu'elle a cette espèce d'amortisseur qui est la laïcité. Précisément. Et qui est le modèle français. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pour nier qu'il y a un vrai défi. C'est-à-dire que ce modèle est vraiment testé, défié, secoué par le radicalisme qui est à l'œuvre partout. Mais pourquoi est-ce que nous avons autant de djihadistes en Syrie ? Parce que d'abord, la France, son immigration, elle n'est pas pakistanaise, elle est d'origine maghrébine. L'État islamique n'est pas une organisation pakistanaise ni une organisation noire, c'est une organisation arabe. C'est très important de ne pas sous-estimer aussi le facteur d'identification identitaire et culturelle. Je veux dire par là que si vous aviez aujourd'hui en Syrie un État terroriste avec autant de moyens, de capacités de propagande, tenu par un noir comme Farah Khan, qui expliquerait à des musulmans américains que c'est un mouvement de noirs qui va venger les violences policières aux États-Unis, vous auriez beaucoup plus de djihadistes américains. Mais c'est une organisation arabe qui, évidemment, a compris, ne serait-ce que par l'incarnation des modèles, des héros qu'ils mettent en scène dans leurs vidéos, comment jouer sur l'orgueil blessé, l'humiliation d'une génération dont les grands-pères et les grands-mères sont venus travailler en France dans nos usines, à une époque où on sortait de la guerre d'Algérie, donc en pleine crise, en plein tiraillement identitaire dans ce pays, pour des raisons économiques et pas politiques, et qui ont grandi dans ce déchirement. Donc à la fois effectivement des parents et des grands-parents qu'ils ont vus tomber à cause de la crise économique, et en même temps sans y trouver la réassurance citoyenne et identitaire qu'aurait pu procurer l'adhésion à ce projet d'immigration. Je donne l'exemple des deux immigrations algériennes. Vous avez l'immigration algérienne des années 60 et des années 70, immigration économique, qui encore une fois arrive dans des usines où on continue à vibrer pour le FLN. On est là en France parce qu'on a besoin de travailler, parce qu'on est venu vous chercher souvent aussi, pour être venant des pays, souvent des zones les plus rurales, les plus malléables, les plus à même d'accepter des bas salaires. Mais en même temps, quand vous vibrez plutôt pour l'indépendance algérienne. Ces enfants-là, les enfants de cette histoire-là, oui, bien sûr qu'ils sont des proies potentielles pour les propagandistes de l'État islamique. Les enfants de la seconde immigration algérienne, celle qui est partie dans les années 90, à cause des crimes commis par les fanatiques pour fuir les islamistes qui tranchaient la gorge ou qui tuaient à la calage déjà les jeunes filles qui ne portaient pas le voile après l'ultimatum du GIA quand elles se rendaient à l'école. Croyez-moi, parmi les enfants de cette immigration-là, vous n'en trouverez pas capables d'être susceptibles aux sirènes et manipulés par les sirènes du djihadisme. Ce sont nos meilleurs alliés. Les enfants de cette immigration algérienne sont les plus grands défenseurs du modèle laïque français. Et ceux qui, moi, personnellement, m'ont transmis aussi cette vigilance, l'histoire et la continuité de cette vigilance. Donc j'essaie d'expliquer là aussi à des confrères anglo-saxons qu'ils ne peuvent pas regarder l'immigration ou la pauvreté comme des facteurs automatiques. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis surtout, ils doivent tenir compte d'un facteur qui est minimisé aujourd'hui dans nos sociétés, auquel on ne croit plus, mais c'est le facteur idéologique. Ça compte, l'idéologie. C'est pas parce que le mur de Berlin est tombé que les gens ont cessé d'avoir des aspirations idéologiques fortes. Or, il y a parmi toute une nouvelle génération des jeunes qui ne sont pas spécialement pauvres, ils ne sont pas spécialement martyrisés, ils ne sont pas spécialement discriminés. Par contre, ils ont envie de vibrer. Par contre, ils s'ennuient. Ils ont envie d'adhérer à une cause plus forte, plus grande, qui leur donne le sentiment d'être des héros. Si en plus, vous avez des vidéos bien faites qui leur donnent le sentiment d'appartenir à un groupe qui fait peur, qui a de l'allure, qu'on vous offre un voyage, des esclaves sexuels, le droit d'occuper une maison comme un colon, que vous volez aux indigènes locaux, des Syriens et des Irakiens que vous avez expropriés, dont vous prenez la maison et les femmes, ça s'appelle en sciences politiques de la rétribution symbolique. C'est très motivant. Et je pense que là, d'ailleurs, la motivation et la rétribution sexiste, c'est-à-dire que tout ce qui va avec la réassurance du patriarcat, fait partie aussi des motivations profondes qui expliquent le succès du radicalisme religieux. C'est quand même beaucoup plus noble de dire
je veux me rapprocher de Dieu que j'ai envie de continuer à dominer les femmes. C'est pas très marketing. Donc on dit, j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Voilà. La tentation concordataire, elle accompagne la laïcité dans toute son histoire. Je ne sais pas si la tentation concordataire est particulièrement machiste. En tout cas, c'est un vertige récurrent de la société française. Et pour tous ceux qui ne comprennent pas bien ce qu'est ce modèle de la laïcité, ce génie de la laïcité auquel vous rendez un hommage tout à fait cultivé, enfin tout à fait érudit. Et alors, le dernier en date des hommes politiques à avoir caressé cette tentation concordataire, c'est manifestement Nicolas Sarkozy, qui, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, écrivez-vous, se prenait pour Napoléon. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Sarko à ce moment-là, alors ? Alors moi, je propose que comme on a réglé le problème très récemment, avec un bonheur, on fasse pas trop long sur ceux qui ont droit à une retraite paisible. Voilà. Mais vous avez raison, Alexis, il y a une tentation qui ne sera pas incarnée que par cet homme politique défunt, presque, politiquement, j'entendais politiquement, mais qui est incarné, qui va revenir et qui va être incarné par d'autres. Donc la tentation reste. Cette tentation, elle est à la fois concordataire, effectivement, elle a du bonapartisme, pour le côté le plus français, et elle rejoint ce dont on a parlé depuis le début, c'est-à-dire l'approche plus anglo-saxonne. Alors le régime concordataire, pour aller vite, hein, vous nous détrompez si c'est pas ça, c'est un régime dans lequel les cultes religieux sont pris en charge financièrement par la puissance publique, donc en dépendent, et la puissance publique s'arrange pour répartir de la manière la plus équitable possible des subventions entre les différents cultes. Le concordat, ça fait allusion à l'œuvre de Napoléon qui, après les années, y compris avec ses excès post-révolutionnaires, qui sont allés jusqu'à l'anti-religion, puis qui sont revenus à un équilibre. L'équilibre de la loi de 1905, en fait, était quasiment stabilisé sous la Convention. Il y avait déjà quasiment tous ces termes, ce qu'on a retrouvé de l'article 1 et 2 de la loi de 1905, qui étaient posés dès la Convention en termes de la République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Napoléon arrivant au pouvoir, il a envie de devenir empereur, il a besoin de la sacralité de l'Église pour redorer son pouvoir, et donc c'est l'alliance du sabre et du goupillon. Alors évidemment, c'est plutôt le pouvoir politique qui est en position de force. Quand il négocie son concordat, le pape est quasiment son prisonnier. Et pourtant, il doit concéder dans la corbeille de mariage, pour se remarier, il doit concéder beaucoup de choses. Et il concède notamment que, contrairement à l'époque de la Révolution, il n'y a plus une égalité totale des citoyens, quelle que soit leur confession. On reconnaît à nouveau que le catholicisme est la religion de la France, et que donc les autres ne sont plus que tolérés. Même s'ils sont toujours acceptés, ils sont tolérés. Il y a d'autres concessions, et effectivement, il y a un mélange des genres aussi financier qui fait que, à ce moment-là, sous Napoléon, l'État finance les écoles religieuses, finance le culte, souvent pour chercher à le contrôler. Et pourquoi est-ce que ce concordat a fini par être déchiré ? Parce qu'on a tout essayé en France. Contrairement aux États-Unis, on a tout essayé comme mode de contrat entre l'État et les églises. On a donc essayé le divorce brutal, la persécution avec les hébertistes qui rentraient dans les églises et qui singeaient les offices et parfois même pouvaient détruire des hôtels, etc. pouvaient persécuter et tuer des prêtres. Ça pouvait aller jusque-là. Donc là, on était vraiment dans la terreur proprement dite. On a essayé donc le mélange, le mariage, le fait que le politique cherche à se servir du religieux et le religieux du politique. Et on a déchiré ce concordat parce que ça ne tenait plus. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez un chef d'État un peu plus faible et puis un pape un peu plus dur, comme ça a été le cas au moment de Combes, ça ne tient plus parce qu'au fond, le pape a tellement de demandes, d'exigences que la République passe son temps à se ridiculiser, à être atteint dans sa souveraineté. Et donc finalement, le concordat est déchiré et tout le monde tombe d'accord pour se dire qu'est-ce que vous répondez que la séparation est le meilleur moyen. À ceux des élus locaux, notamment dans les 3 départements qui sont encore sous le régime concordataire, c'est-à-dire le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, qui défendent ce modèle et qui pensent qu'au fond, il ne faut pas l'annuler, en tout cas dans ces 3 départements-là. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Vous leur répondez non, on va vous mettre sous le régime de la laïcité à la française aussi ? Mais avant, je voudrais juste... Je sais que c'est un sujet extrêmement impopulaire et que... Dans ces 3 départements, donc on n'est pas là. Hein. Mais même... Lyon n'est pas là. Non, mais même, donc, tout le monde vous dira, mais pourquoi poser des questions
qui n'ont aucune importance, pourquoi revenir là-dessus? Mais moi, je crois beaucoup à la force de l'exemplarité. Et je pense que quand on essaie dans ce pays de lutter contre ceux qui, justement, toute la journée, essaient de persuader des musulmans français qu'ils sont pas traités à égalité, que la laïcité les persécute, un des meilleurs moyens de faire comprendre que la laïcité est une volonté égalitaire, c'est de traiter vraiment tout le monde à égalité. Or, il y a de fait une laïcité à géométrie variable dans ces 3 départements. C'est une réalité. Il y a une exception non seulement à la laïcité, mais il y a une exception à la République une et indivisible. Cette exception n'est le fait que de l'histoire et de la lâcheté politique. C'est parce que, en sortant de la guerre, parce que exsangue, ce pays a été tellement saigné et que l'Église a joué un rôle en 1918, quand ces 3 départements sont revenus à la France après avoir été allemands sous la botte prussienne à partir de 1971. Et après que Bismarck ait voulu imposer une forme de laïcité dans ces départements et que l'Église se soit dressée contre Bismarck. Donc l'Église est devenue, au fond, un peu la défense des intérêts français contre le modèle allemand, qui à l'époque voulait être plus laïque. Du coup, ça a entraîné une difficulté pour ensuite, quand on a fait revenir ces 3 départements dans le giron français, la grande peur des politiques, c'était évidemment les volontés autonomistes et que le courant autonome finisse par reprendre le dessus. Donc pour donner des gages, on a dit on ne va rien toucher. On ne va pas toucher au statut local, on ne va pas revenir sur ce que vous êtes devenu en termes de spécificité, avec des bons et des mauvais côtés. C'est-à-dire qu'il y a des bons côtés, il y a une protection sociale qui est par exemple plus développée du fait du statut local en Alsace-Moselle, et il y a le mauvais côté qui est que là-bas, la République paye et finance des ministres du culte, et même au sein de l'école publique. Là, je trouve ça extrêmement choquant, moi, par rapport à la loi sur les signes religieux à l'école publique. Imaginez qu'on a failli tous se déchirer et qu'on continue à se déchirer pour faire comprendre qu'il faut absolument enlever son voile à l'entrée d'une école publique et que les signes religieux n'ont pas leur place, mais qu'en Alsace-Moselle, il y a des crucifix sur les murs des salles de classe. Et il y en a aussi sur les murs du Conseil général. Et un élu qui a voulu l'enlever s'est fait accuser d'être un fasciste, anti-Dieu, a été persécuté. Et de même qu'en Vendée, Philippe de Villiers a mis dans sa mairie, et c'est ça qui a généré ensuite la plainte de la libre pensée, une immense statue de Marie et de Joseph pour accueillir les gens qui vont à la mairie. Mais à un moment donné, comment vous voulez dire à des gens, mais si, la laïcité, elle est pour tout le monde ? Si dans ces cas-là, personne ne voit où est le problème. Alors toute la valeur, toute l'épaisseur, on pourrait dire existentielle de votre essai, c'est que ce n'est pas simplement une réflexion purement cérébrale sur la validité de la laïcité, c'est aussi une expérience de combattante intellectuelle que vous êtes, puisque vous êtes engagé dans le débat public, vous y allez, comme on dirait vulgairement, et vous avez montré de façon tout à fait convaincante qu'aujourd'hui, c'est plus possible pour la République de continuer à reculer. Mais il y a une date qui semble quand même pour vous avoir été le moment de basculement, en tout cas la répétition générale de l'abdication, c'est 1989, vous en souvenez sans doute, c'était le moment où 2 collégiennes de Creil avaient arboré ce qu'on appelait à l'époque le foulard islamique, et là, sous l'influence bien sûr de Lionel Jospin, qui était alors Premier ministre, on a décidé d'exclure les élèves, voilà. Alors même que plusieurs intellectuels, dont Elisabeth Badinter et Alain Finkielkraut, s'étaient mobilisés pour exiger des pouvoirs publics qu'ils tiennent bon. Est-ce que c'est de là que date cette espèce d'étrange défaite de la laïcité qui reste majoritaire dans le cœur des Français ? Non, parce qu'en fait, 89 a été... Effectivement, on a évité de se confronter au problème en pensant qu'il allait se résoudre tout seul, mais ensuite, 2004, le problème est revenu, et finalement, la gauche républicaine et la droite républicaine ont fini par adopter une loi qui a clarifié les choses. Le grand début du renoncement, alors là aussi, c'est très impopulaire de le dire, et puis je pense que si François Fillon devient président de la République, ça le sera de plus en plus, mais il faut quand même accepter de dire que les 2 premiers renoncements à la laïcité et les plus grands accommodements que ce pays ait commis envers la laïcité, c'est d'une part le renoncement à réintégrer dans la laïcité l'Alsace-Moselle, et d'autre part la loi Debré de 1959. Je veux dire, il n'y a pas de loi... Vous pouvez nous en rappeler le contenu, justement, de cette loi ? Alors là, on sort de l'autre guerre, sortie de la Seconde Guerre mondiale, et la droite gaulliste qui, après, grâce à un amendement communiste quand même, met l'adjectif laïque à côté de République dans la Constitution, a certes
contrairement à la droite cléricale qui a combattu la séparation depuis tant d'années, mis l'eau dans son vin de messe et commence à accepter cette séparation, mais elle n'a pas renoncé à négocier avec le Vatican, ce que même d'ailleurs la gauche d'après-guerre avait commencé à faire, de ne pas revenir sur certains aspects de Vichy, où Vichy avait vraiment surfinancé les écoles catholiques. Et l'Église ne voulait pas perdre cette manne. Et donc ça a donné lieu à des années de négociations secrètes avec le Vatican pour savoir comment conserver cette corbeille, encore une fois, qui a défait, parce que 59 Debré finalement décide qu'on pourra, ce qui est une atteinte totale à l'article 2 de la loi de 1905, que désormais, au titre des contrats d'association, l'État, la République, pourra financer des écoles privées confessionnelles. Des écoles privées, y compris si elles sont confessionnelles. Ce qui n'existe même pas aux États-Unis, pays pourtant si peu laïque. Alors bien sûr, les États-Unis ont trouvé d'autres moyens, c'est par l'exemption fiscale que vous pouvez financer soit une école privée, soit une école publique. Ça revient à peu près au même. Mais aux États-Unis, ce serait très choquant, vu l'apparence d'un mur de séparation et bien qu'il soit miné de partout, que l'État donne des subventions directes à des écoles confessionnelles. Pas chez nous, pays qui se dit pourtant très laïque, parce que d'abord la classe politique est terrorisée à l'idée de toucher à cet équilibre à cause des manifestations de 84 pour l'école dite libre, c'est-à-dire pour l'école privée. Mais il faut bien comprendre ce que ça nous a coûté au fur et à mesure des années comme déséquilibre. C'est que, je vous parlais tout à l'heure du travail qu'a fait Émile Combes pour essayer de lutter contre les congrégations religieuses. Il faut se souvenir que ces congrégations sont celles qui, en France, ont généré le venin du nationalisme, de l'antisémitisme et du cléricalisme. Les trois poisons qui ont donné l'affaire Dreyfus. Et c'est au sortir de l'affaire Dreyfus que des républicains se sont dit, si on ne s'attaque pas à ces écoles qui sont en train de laver le cerveau des Français... Le ventre sera toujours fécond, hein, voilà, la bête antisémite a été reviendra enfantée, toujours et toujours et toujours. La réalité, c'est que depuis la loi Debré, on a considéré que ça ne posait plus aucun problème, que c'était la paix, qu'il n'y avait plus de soucis, il n'y avait plus de menaces, il n'y avait plus de gens pour inciter à la haine, il n'y avait plus d'anti-républicains. On pouvait y aller franchement et on pouvait financer très franchement 11 milliards par an. 11 milliards par an entre les collectivités locales et les subventions du ministère de l'État, en tant qu'État, pour les écoles privées à 95% catholiques. Mais pas que catholiques. L'UOIF, par exemple, donc, les frères musulmans, ont, sous Nicolas Sarkozy et François Fillon, commencé à faire reconnaître leurs premières écoles, 4 écoles, dont un lycée à Lyon, qui, sur le modèle du lycée Averroès de Lille, dont les enquêtes journalistiques, parce que le ministère ne sait pas tellement enquêter sur les dérives sectaires et intégristes, ils savent envoyer des inspecteurs qui vont juger du niveau d'enseignement, du niveau de la qualité. Généralement, ils sont assez effondrés de ce qu'ils peuvent trouver, notamment dans des écoles hors contrat, mais même parfois sur des écoles religieuses sous contrat. Mais ils ne peuvent pas juger du discours idéologique qui est servi généralement en dehors des heures de cours. Mais on a des témoignages d'anciens professeurs du lycée Averroès, d'anciens militants de l'UOIF comme Mohamed Louisi, qui a expliqué comment, notamment au moment de la chute de Moubarak, un des vice-présidents du lycée Averroès réunit les élèves au moment avant le prêche du vendredi et leurs parents pour faire l'éloge de Hassan al-Banna, fondateur de l'islam fasciste et profondément promoteur du djihad. Donc ça, c'est des écoles qui aujourd'hui reçoivent de l'argent public. Oui, c'est totalement aberrant. Et juste un mot, puisqu'on est à Lyon, quand un recteur, Alain Morvan, à Lyon, s'est opposé à l'ouverture d'un lycée de l'UOIF, il a été purgé sous Nicolas Sarkozy. Donc ça va très loin comme complaisance. Moi, je dis simplement, je ne veux pas qu'on revienne sur la liberté de l'enseignement. Et je ne me fais pas d'illusions sur la possibilité de trouver des gens assez courageux en politique, parce que justement, les Jaurès, les Briand et les Ferdinand Buisson n'existent plus tellement, donc je ne me fais pas d'illusions. Personne ne proposera ce que je suis en train de proposer. Et pourtant, je pense qu'il faut qu'on commence à se poser la question de cette éclosion d'écoles privées confessionnelles beaucoup plus dure que celle qu'on a connue il y a 20 ans. Ce n'est pas les bonnes écoles catholiques qui ont juste un bon niveau dont je parle. Je parle d'écoles qui sont en train de réaffirmer leur caractère propre pour enseigner la haine de l'homosexualité, pour diffuser le cri silencieux qui associe l'avortement à un crime, ou pour enseigner Hassan al-Banna. Est-ce que ces écoles ont besoin de l'argent public pendant que l'école publique, elle, n'est pas assez réarmée et démunie? Je ne le pense pas. Merci beaucoup Caroline, en tout cas pour ces analyses absolument décapantes. Dans un instant, on va entendre vos questions parce que je suis sûr qu'il y a plein de questions qu'a suscité en vous l'exposé de Caroline. Mais encore
peut-être une question pour la route, comme on dit. Il y a quand même, avouez-le, on ne va pas se mentir entre nous, il y a quand même aujourd'hui un petit caillou dans la chaussure des défenseurs sincères de la laïcité républicaine. C'est les surenchères de quelques sites, notamment Riposte Laïque, qui, qu'on le veuille ou non, se font, si vous voulez, l'avocat d'un modèle de laïcité assez proche de celui que nous pouvons, avec vous, défendre. Comment on répond à tous ces identitaires qui aujourd'hui sont très puissants sur la fachosphère, sur la réacosphère? Comment on leur répond et comment on leur arrache cette espèce de monopole qu'ils souhaiteraient exercer sur la défense de la laïcité? Alors, Riposte Laïque est un groupe d'abord qui comporte très peu de militants, mais ce petit noyau de militants, ils sont deux essentiellement, mais ils ont une grosse diffusion. Non, mais ils ont une énorme diffusion. Ils ont une énorme viralisation. Sur Internet, mais les deux militants qui ont fondé Riposte Laïque ont commencé ce groupe parce qu'ils ont justement été exclus des organisations laïques qui n'ont pas du tout apprécié leur discours en réalité anti-musulman, très clairement. Et c'est parce qu'ils ont été exclus des organisations laïques qu'ils se sont mis à créer Riposte Laïque et à essaimer. Je suis assez fière de dire que je pense que je suis encore plus insultée sur Riposte Laïque que sur les sites islamistes ou du Front National. D'ailleurs, ils sont à droite du Front National. Riposte Laïque est proche du bloc identitaire, c'est-à-dire des groupes qui prônent la suprématie blanche. Bien sûr, on est de ce mais niveau-là. Tout ça est vrai. Néanmoins, il y a beaucoup de Français aussi qui pensent, sans doute assez sincèrement, quand ils vont sur Internet, que ces sites-là défendent le modèle français de la laïcité intégratrice, non inclusive, non accommodante. Qu'est-ce qu'on leur répond pour leur montrer que, pour aller vite, que Manuel Valls n'est pas Riposte Laïque? Qu'est-ce qu'on leur répond concrètement? Non, mais c'est toute la gauche républicaine qui doit leur répondre, et qui est toute la gauche républicaine et laïque, au-delà des incarnations politiques, qui, à mon avis, a fait la preuve ces dernières années, mais doit continuer à la faire, qu'elle est justement une alternative à cette laïcité accommodante avec l'intégrisme et à cette fausse laïcité identitaire qui mène au racisme. Quand je disais tout à l'heure, pour moi, le meilleur moyen de faire baisser le racisme, c'est de lutter ensemble contre l'intégrisme. Parce que quand on aura fait baisser l'intégrisme, ce qui restera du vieux fond de préjugés réellement racistes ne sera plus que marginal et on aura vraiment réduit cette incitation à la haine. Mais vous avez raison, Alexis, au milieu, il faut se méfier autant des adversaires de la laïcité que de ses faux amis. Et c'était vraiment le cœur et l'intention de ce livre, reclarifier ces lignes de fracture idéologique entre ceux qui se disent laïcs mais sont en fait concordataires, ceux qui se disent laïcs mais sont en fait gallicans, c'est-à-dire qu'en fait ils veulent tellement contrôler les croyances que ça finit par être autoritaire plus que réellement laïque, et ceux qui se saisissent du beau mot de laïcité pour tout simplement habiller leur racisme et leur repli identitaire. C'est évidemment aujourd'hui, et dans les années qui viennent probablement, ceux qui vont être les plus difficiles à démasquer, à débusquer et à combattre. Mais encore une fois, je pense que ça demande une certaine gymnastique. Personnellement, ça demande de prendre des coups de partout. Et il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est très sain pour le moral, pour la santé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un équilibre nécessaire aujourd'hui. On ne peut pas se contenter de dénoncer les idiots utiles de l'islamisme si on ne dénonce pas aussi les idiots utiles du racisme. Et c'est en se battant sur deux fronts qu'on arrive à faire comprendre l'équilibre et la sincérité du modèle laïque français. Et c'est vrai que votre essai est tout entier dominé par cette double bataille. Vous vous battez à la fois contre les identitaires, ces gens-là, Riposte Laïque, etc., et contre les compagnons de route involontaires de l'islamisme qui le font au nom de l'accommodement, les idiots utiles de l'islamisme, comme on les a appelés dans un colloque récent. Et à ce titre, évidemment, votre livre doit être lu par tous les républicains sincères, parce qu'il donne une boussole dans ces temps extrêmement compliqués, justement, sur le plan idéologique. On vous remercie très chaleureusement. Je propose qu'on l'applaudisse aussi pour la clarté de votre exposé, mais aussi pour votre courage intellectuel, Caroline. Et ça va être le moment des questions, peut-être des demandes de précision, éventuellement même des contestations, on ne sait pas. N'hésitez pas à l'interpeller ou à lui demander toutes les précisions que vous voulez. En tout cas, le livre est une base de réflexion absolument indispensable pour tous ceux qui veulent défendre la République, et comme le disait Charles Péguy, notre royaume de France, puisqu'il qualifiait la République de royaume de France. Juste très vite, retour sur les caricatures de Mahomet. J'étais très étonnée, ainsi que mes amis danois et leurs compatriotes,
que Charlie Hebdo est revenu sur ces caricatures longtemps après qu'elles soient sorties au Danemark. Et au Danemark, ils ont rigolé, c'était normal. Voilà. On ne comprend pas très bien pourquoi. Pourquoi Charlie s'en est saisi oui, bien après. Mais bien après. Ah bah, Caroline alors était que au cœur de la machine. mes amis danois, on a vu ça, on a rigolé comme d'habitude, et puis c'est tout. On a mis tout ça dans un coin, et puis voilà. Merci beaucoup, elle va vous répondre. Ouais. Alors, juste, en fait, vous savez, quand les dessins sont parus au Danemark, moi, il se trouve que j'avais rendez-vous avec un ami d'origine iranienne danois qui me les a montrés et qui m'a dit « Tu veux pas demander aux copains de Charlie si vous voulez publier ?» Moi, j'ai regardé les dessins, je dis « Écoute, Mehdi, elles sont pas terribles, ces caricatures, mais si tu veux, je vais leur montrer, je les connais, mes dessinateurs, ils vont me raconter que c'est pas terrible, c'est mal dessiné, que c'est pas drôle, bon bref. » C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à peu près. Mais nous, on n'avait pas de raison de publier ces dessins tant qu'ils ne devenaient pas le cœur d'une polémique mondiale. C'était le Jyllands-Posten qui avait fait cette décision. Et tant qu'il n'y avait pas de réaction dingue à leur sujet, effectivement, il n'y avait aucune raison que Charlie ne fasse pas ses propres dessins. Ce n'est effectivement que plusieurs mois plus tard, après plusieurs péripéties, et notamment un imam danois proche des frères musulmans qui est allé exciter la Ligue arabe avec ses dessins, plus des faux dessins trouvés sur Internet associant Mahomet à un porc, qui a mélangé les deux et qui est allé dire à la Ligue arabe voilà ce qui se fait aujourd'hui en France au nom de la liberté d'expression et en Europe, au Danemark et ailleurs, qui est revenu pour enflammer les esprits. D'une petite manifestation, ils étaient 100 au début contre le Jyllands-Posten, c'est passé à des menaces de mort mondiales. Et nous, en fait, à Charlie Hebdo, on rentre dans cette histoire uniquement parce que l'ambassade de Danemark, et même aussi, se sont trompés, ils ont brûlé celle de Finlande, je crois, en Iran et en Syrie, brûlent. Et qu'il y a des foules surexcitées, d'ailleurs téléguidées souvent, parce qu'en Iran, en Syrie, on manifeste quand même pas si facilement. Voilà, c'est que quand même, généralement, on vous a donné l'autorisation, parce qu'à l'époque, le régime syrien est embêté avec l'affaire Hariri, que le régime iranien est embêté avec l'histoire du nucléaire. Bref, ça devient une polémique mondiale. Les Danois sont menacés dans leur ensemble de menaces de mort, et c'est pour ça que Charlie Hebdo publie ses dessins. Et donc c'est très important de rappeler ce contexte, cette chronologie, parce qu'ensuite, aujourd'hui, encore une fois, la décontextualisation, la globalisation de l'information fait que n'importe qui, à l'autre bout de la planète, croit qu'il connaît cette histoire, et en réalité, il ne connaît aucun des épisodes qui ont conduit à cette histoire. Merci beaucoup. On va prendre d'autres questions, sans oublier, je crois, l'autre étage, puisqu'il y a aussi des spectateurs dans l'autre étage. Allez-y, monsieur. Tout d'abord, une remarque concernant le Concordat Alsace-Moselle, qui concernait au départ les catholiques, les protestants et les juifs. Le culte musulman veut la parité et a fait une demande officielle, mais qui naturellement ne sera pas accordée dans la mesure où la situation actuelle n'est pas la même. Moi, je voulais vous poser simplement une question très pratique. La déduction fiscale que l'État opère quand on fait des dons aux églises, comment expliquer cette, pour moi, une anomalie, alors que l'État est si prompt à ponctionner dans tous les côtés? Et quelle est l'origine de cette mesure, si vous pouviez me dire? Merci. Merci beaucoup. Caroline? Je crois que les déductions fiscales sont vraiment des niches qu'on accorde pour flatter beaucoup le clientélisme. Et donc, moi, je suis effectivement tout à fait partisane qu'on limite ces déductions fiscales à des encouragements, par exemple pour les énergies renouvelables, s'équiper de fenêtres qui consomment moins de chauffage, des choses comme ça, mais que pour le reste, on considère qu'il vaut mieux que l'État ait les moyens d'offrir des services publics de telle qualité qu'au fond, du coup, les croyants s'y retrouvent parce qu'ils payent moins cher pour leur bus, ils payent moins cher pour leur école publique ou pour d'autres services. Mais par contre, ils peuvent du coup avoir de l'argent privé, s'ils le veulent, pour le dépenser pour soit des activités sportives, culturelles ou cultuelles. Ça, c'est leur affaire. Et effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, il y a quelque chose auquel on ne peut pas toucher, c'est tout ce qui est des accommodements accordés à l'Église. Ça, et vraiment, je pense qu'il y a un immense danger à laisser perdurer ce double discours, pour le coup. Parce qu'on ne pourra pas convaincre ceux qui se radicalisent et les autres qui se sentent réellement, du coup, traités à inégalité, qu'il y a une sincérité du modèle et de la République si on laisse perdurer ces exceptions. Merci. On va prendre d'autres questions, sans oublier nos amis du premier étage. Oui, bah allez-y. Une question en haut. Et comment on les voit ?
On les voit pas, oui, c'est comme Victor Hugo, là, on est en train de faire du spiritisme. On ne les voit pas, mais on écoute. Oui, tout d'abord, bravo pour votre combat. Enfin, étant moi-même responsable d'une association universaliste, je me reconnais complètement dans vos propos. Deux petites questions. Une sur le terme islamophobie. En termes sémantiques, l'islamophobie, c'est aussi, en termes sous-jacents, ne pas critiquer une religion et du coup ne pas critiquer un dogme. Quand on est dans une laïcité, un génie laïque à la française, ce terme-là, est-ce qu'il n'est pas préférable de substituer le terme anti-musulman, comme vous l'avez dit, qu'au terme islamophobe, qui aujourd'hui participe quand même d'un courant intellectuel qui peut être dangereux. La deuxième question, mais je connais votre réponse, mais c'est pour que vous l'affirmiez, c'est aujourd'hui les associations universalistes sont relativement dans une mauvaise concurrence avec une forme de communautarisation du combat antiraciste. Quel est votre point de vue là-dessus ? Merci beaucoup. Là, c'est un très vaste débat, mais je pense qu'elle va arriver à synthétiser deux réponses. En plus, vous les connaissez les réponses, parce qu'effectivement, pour le mot islamophobie, je crois que ça fait depuis 2003 que Fiammetta Wener et moi-même, on essaie d'alerter contre l'utilisation de ce mot et de proposer à la place de parler effectivement d'actes ou de propos anti-musulmans ou de racisme, tout simplement. À la rigueur, si on veut vraiment mettre mot phobie, musulmanophobie, ok, musulmanophobie, c'est phobie envers les musulmans, c'est raciste. Phobie envers l'islam, dans un contexte, encore une fois, de crimes commis au nom de l'islam, non, ça s'appelle avoir le droit de critiquer ou d'avoir peur de la religion. Et bien sûr que c'est un terme qui est utilisé par les groupes intégristes pour en réalité interdire la critique de l'intégrisme et le blasphème. Et sur la deuxième question, oui, c'est un pan aussi important du livre où je raconte comment, là aussi, il y a vraiment une américanisation et une communautarisation de l'antiracisme qui finit par briser l'antiracisme en deux. Vous avez d'un côté ceux qui se battent vraiment contre les discriminations, l'incitation à la haine et tous les racismes. En gros, c'est des gens qui considèrent que l'antisémitisme, c'est important aussi, pas que simplement le racisme envers les musulmans, l'homophobie, le sexisme, et que donc il faut dénoncer les mouvements incitant à la haine contre toute, et à la domination sur tous ces thèmes-là. Et puis vous avez l'éclosion de ceux qu'on a appelés les nouveaux antiracistes, qui à mon avis sont plutôt les nouveaux racistes, qui, eux, prônent et tolèrent et diffusent largement les compagnons de route de l'islamisme et de l'antisémitisme, et aussi de l'homophobie et du sexisme, mais sans une défense communautaire des musulmans, qui sert de paravent antiraciste à ce projet en réalité profondément haineux. Alors, il y a des gens de bonne foi qui se font avoir. Il y a des gens qui pensent que défendre le voile, même si c'est un objet, un drapeau sexiste, c'est défendre en soi, c'est lutter contre le racisme. Et du coup, ils se retrouvent au début d'une chaîne qui les amène peut-être de plus en plus à militer avec des gens qui sont vraiment, eux, des compagnons de route et des stratèges de l'incitation à la haine déguisée. Et ça nous mène à ne plus du tout se comprendre et à se combattre, parce qu'il le faut, parce que réellement, si l'antiracisme devient la défense des uns contre les autres, là, pour le coup, l'antiracisme n'aura plus aucune crédibilité. Et on finira par l'abandonner tellement ils nous en auront dégoûtés. Il ne faut surtout pas. On va prendre d'autres questions. Oui, merci. À ce propos, justement, la gauche est très faible sur ces questions. C'est-à-dire que est-ce que le problème que la laïcité rencontre aujourd'hui en France n'est pas aussi dû à une inversion des paradigmes ? Une pensée de droite qui se bat contre le multiculturalisme, j'entendais Fillon avant-hier, alors que historiquement la droite est naturellement plus proche du modèle libéral et anglo-saxon, et puis une pensée de gauche, voire même d'extrême gauche, qui défend le communautarisme, le multiculturalisme, quitte à bafouer ou à fragiliser la laïcité sans cesse. Et moi, je trouve que ces échanges de paradigmes nous perdent beaucoup, nous citoyens qui sommes de gauche ou socialistes ou qui avons envie d'une idée de partage. On se retrouve avec des pensées de gauche, avec Monsieur Bianco qui défend un observatoire de la laïcité, on croit rêver. Et du coup, on ne sait plus très bien où se positionner en termes d'idéologie politique. Merci en tout cas pour votre livre. Merci beaucoup. Merci. Caroline, il y a un chiasme historique qui s'est produit finalement. Non, mais ce que vous dites est très très juste. Après, remarquez que François Fillon, il a parlé de multiculturel et même pas de multiculturalisme. C'est pas entièrement sa faute parce que les journalistes savent pas faire la différence. Mais de fait, on commence par dénoncer
Oui, mais vous avez complètement raison, hein. Sinon, il y a une droite qui peut apparaître comme aujourd'hui plutôt plus défendre le modèle français contre les accommodements, contre ce qui est l'accompagnement du libéralisme anglo-saxon, parce qu'en fait, on creuse les inégalités économiques d'un côté, et puis ensuite on cède des compensations communautaires pour faire semblant qu'on respecte la diversité et qu'on n'a pas du tout été aussi abominablement réactionnaire qu'on le pouvait laisser penser. Et c'est très, très, très confusant, et notamment François Fillon, il a un discours très précis sur l'islamisme, un peu moins précis sur le multiculturalisme, qui tend des fois à confondre avec le multiculturel. Donc en fait, son refus du communautarisme finit par ressembler quand même à la réassurance d'une communauté majoritaire sur une autre. Le multiculturel, c'est un fait. Hein. Voilà, le multiculturalisme, c'est le fait de militer pour. Le multiculturel, c'est même pas un débat. On n'a pas à débattre du fait qu'on est tous mélangés, d'origines différentes, et que ça va évidemment continuer. C'est la suite logique de mondialisation, par ailleurs centenaire, hein, parce qu'on était déjà, au moment de la laïcité et de la séparation, il y avait déjà des protestants, des juifs, et on parlait même des Turcs. Et à l'époque, ça posait plus problème pour les pères de la République de mettre dans l'égalité les Turcs que les Juifs. Plutôt les Juifs que les Turcs. Donc aujourd'hui, avec l'actualité, ça change, la post-colonisation, etc. Mais vous avez complètement raison. Le multiculturalisme, c'est encore autre chose. C'est une politique publique qui tend à flatter plutôt ce qui différencie que ce qui rassemble. Et donc à accorder au nom du droit à la différence, parfois même au nom du relativisme culturel, donc des formes de droit culturel, des exceptions à la loi commune et souvent à l'égalité homme-femme. Donc oui, il y a une droite qui peut donner le sentiment d'être une réponse à ça, mais qui en réalité pratique un identitarisme derrière qui est purement le produit de la droite cléricale qui a toujours combattu la séparation. Donc il y a une arnaque absolue et un jeu de dupes. Et à l'autre bout du spectre, vous avez complètement raison, il y a une extrême gauche qui, sous prétexte de subversion, de s'opposer à ce qu'ils pensent être la pensée majoritaire, qui est simplement la pensée de gens qui refusent le fanatisme et le terrorisme, vont s'acoquiner avec ceux qu'ils pensent comme les damnés de la Terre. Mais ces damnés de la Terre sont d'ultra-réactionnaires, fanatiques religieux, sexistes, homophobes et racistes. Et donc, ils accompagnent, au fond, en voulant être plus souples avec eux, un projet profondément ultralibéral qui est effectivement la communautarisation et le relativisme culturel. Et donc oui, c'est ça qui nous perd, mais ce qui nous sauve. Pour parler de ce qui nous sauve. Oui, parce que quand vous voyagez un peu, quand vous faites des conférences, moi je fais des conférences sur ces sujets-là depuis 20 ans, à peu près partout en Europe. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, être de gauche en Angleterre, c'est à pleurer. Et alors vraiment, il n'y a pas de source d'espoir avant un long moment. Quand vous avez le choix entre Tony Blair et Jeremy Corbyn, je peux vous dire qu'il y a de quoi pleurer un long moment. Vous allez voir la gauche en Suisse, qui n'a jamais voulu s'affronter à ces questions-là. Vous allez voir la gauche belge. C'est terrible, 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 et je ne vois pas comment ils vont sortir de l'ornière. Et si les droites les plus dures font leur retour, c'est pas que à cause des attentats, ce sera aussi à cause de cette démission des gauches européennes. La gauche française, on a au moins cette fierté-là. La gauche Charlie, elle existe. Il n'y a pas que la gauche Mediapart dans ce pays. Il y a une gauche Charlie. Et elle est large. Et la gauche républicaine et laïque, au sens large, c'est beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Peut-être qu'on n'aura pas d'incarnation politique, mais en tout cas, on existe, on pèse. Et je pense que c'est ce qui explique aussi que finalement, peut-être que nos débats électoraux auront plus de tenue que ce qu'on pouvait craindre en termes d'exigence dans un moment aussi grave, grâce à cette précision-là. Merci beaucoup. Alors on écoute le salon. Merci Caroline Forest pour vos chroniques radio, pour tous vos textes. Nous sommes à Lyon qui est une ville avec une longue tradition chrétienne. Comment se fait-il qu'il y ait encore des contribuables lyonnais, athées, juifs, musulmans, qui continuent de sponsoriser la fête des Lumières, vouée à la Vierge Marie, ce personnage conceptuel? Parce que chaque fois que je me dispute, et je me dispute régulièrement, je me fais insulter aussi, comme vous, et menacer par des catholiques, qui me disent c'est une tradition, avec un petit accent comme ça. C'est une tradition aussi, apparemment, d'après le Conseil d'État, d'installer maintenant des crèches dans des bâtiments publics. Dans ces mêmes bâtiments publics, il y a des fonctionnaires, des femmes fonctionnaires musulmanes qui n'ont pas le droit de se voiler, de porter le hijab. Ce qui est normal.
il me semble. Et maintenant, on va installer des crèches parce que c'est culturel. Donc la fête des Lumières, c'est culturel. Donc les crèches dans les lieux publics, c'est culturel aussi, c'est plus culturel. Mais on se fiche du monde. On n'est plus dans un État laïque. On n'est plus dans un État laïque du tout. Et comme vous dites, comme vous soulignez dans votre ouvrage, le manque de courage des politiques, par exemple, pour abroger le concordat en Alsace et en Moselle. Enfin, c'est quand même insensé. On est encore sous ce régime-là. Oui, je vous entends raisonner même de façon très étonnante, comme dans une église, mais je vais quand même vous répondre. Oui, c'est vrai. Alors, rassurez-vous, si on a peur que les fonctionnaires soient choqués par toutes les crèches qui vont désormais fleurir en mairie, comme au rythme où vont les choses, il n'y aura plus beaucoup de fonctionnaires dans les années à venir. Peut-être qu'on aura fini par régler le problème dans ce sens-là, ce qui serait évidemment pas une sortie par le haut. Mais plus sérieusement, je vous rejoins. Alors, il y a deux façons de rendre ça justement plus culturel. Vous voyez, sur l'histoire des crèches, et je pense que le rapport de force n'est pas encore complètement perdu, puisque en fait, l'arrêt du Conseil d'État dit des crèches culturelles, pourquoi pas, à condition que ça ne soit pas un encouragement à un prosélytisme religieux ou à une confession. Alors évidemment, quand une crèche représente la nativité, qu'il y a Jésus et Marie dans la crèche, on ne voit pas bien en quoi ça ne peut pas être un signe religieux. Mais moi qui ai grandi en Provence et qui adore les santons et de Provence et la tradition d'aller chercher de la mousse et de faire des crèches, je veux dire, si il devient absolument indispensable et urgent pour ce pays de mettre des crèches dans les mairies, autant faire un village provençal, puisque c'est une tradition de Provence. En Vendée, on ne voit pas bien pourquoi ils font des crèches provençales. À un moment donné, on veut bien être pour la globalisation, mais il y a des limites. Il faudrait quand même que Philippe de Villiers accepte que la Vendée, ce n'est pas la Provence. Mais qu'en Provence, on veut y mettre une crèche absolument en mairie au titre de la culture, ok, mettons un village provençal avec de la mousse, des santons, mais sans le petit Jésus. Et évidemment, vous avez raison, ceux qui veulent mettre le petit Jésus en mairie, c'est quand même plein d'arrière-pensées. Robert Ménard s'est illustré par un... Et Robert Ménard est... Mais monsieur... Ouais. Prenez un micro, monsieur. Il faudrait que vous preniez un micro. Vous vouliez depuis un moment. Comme ça, tout le monde va vous entendre. Prenez un micro. Voilà. Reposez votre... Allez-y. Reposez votre question à Caroline. Toutes les religions qui sont venues en France se sont intégrées ou sont passées dans le pays où ils étaient. Je ne vois pas pourquoi, à présent, des gens qui sont battus pour la France, qui est tout ce qu'on voudra, veulent imposer leur idée. Vous allez à la Duchère le samedi matin, chère madame, vous voyez plus de femmes voilées que pendant 15 jours où j'ai circulé au Maroc. Quand même, il y a des moments où il faut s'arrêter. Et si on en est là, c'est qu'on a trouvé que ces gens qui venaient d'Afrique du Nord étaient des Français, qu'ils avaient tous les droits. Ils sont passés dans des postes importants dans les municipalités et même un sous-préfet qui, la semaine dernière, un sous-préfet qui devait être du côté de l'Est, a dit à un boulanger: supprimez le cochon dans vos petites tartes si vous ne voulez pas avoir d'ennui. Si la tradition est de mettre du cochon dans les tartes, je ne vois pas pourquoi on doit le supprimer à cause d'un préfet qui est d'une autre confession. Alors, merci beaucoup. Je vais vous répondre, parce que par ailleurs, monsieur, vous avez commencé votre point de vue, on l'a peut-être pas entendu, vous n'aviez pas le micro, en disant on est quand même un pays judéo-chrétien ici. Je vais résumer peut-être la position que pour moi vous incarnez et qui est sans doute la plus répandue aujourd'hui en France et à laquelle il va falloir avoir le temps et la patience de répondre parce que c'est important. En gros, il y a cette idée, à Rome on fait comme chez les Romains, ici la tradition est judéo-chrétienne, d'ailleurs c'est déjà un miracle qu'on ait mis judéo à côté de chrétien, parce que ceux qui, il y a quelques siècles, défendaient que ce pays était uniquement chrétien, qu'il fallait se concentrer uniquement sur la tradition, ne trouvaient pas que les Juifs étaient si bienvenus que ça. Bon. La réactualisation progresse. Néanmoins, si notre référent commun
c'est le passé et le passé arrêté à une définition confessionnelle de la France. Vous comprenez bien qu'à ce moment-là, ce qui nous réunit n'est plus la laïcité, et qu'au contraire, nous sommes tous... il y a des citoyens qui sont plus légitimes que d'autres, qui sont plus français que d'autres, selon qu'ils se rattachent à ce passé et à cette confession. C'est le contraire de ce qu'est la France. C'est le contraire de la République laïque. Quand vous dites, on va pas quand même... On a le sentiment aujourd'hui de dire à des gens... Et on ne sait pas à qui, parce qu'à part Philippe de Villiers qui a voulu mettre des statues de 2 mètres de de Joseph et Marie dans le Conseil général de Vendée, personne jusqu'ici n'avait l'idée que le plus important, c'était de mettre Jésus en mairie. Enfin, on n'avait pas pensé que c'était ça qui allait tous nous sauver et nous protéger. Donc, renverser l'idée, faire croire qu'aujourd'hui c'est une abominable oppression, ça on l'a déjà entendu au siècle passé, mais que c'est abominablement violent de dire simplement, bien sûr que vous avez le droit de faire des crèches avec Jésus, avec qui vous voulez, moi j'aime même plutôt les rois mages, mais chacun son truc. Vous avez le droit d'en faire sur vos cheminées, vous avez même le droit d'en faire dans certaines places communes. On dit simplement que la mairie, qui est la maison de la citoyenneté, qui est la maison commune, n'est peut-être pas obligée de devenir le concours de « plus chrétien que moi, tu meurs ». Parce que c'est quand même une façon de dire que ça n'est pas la mairie, mais que c'est aussi un peu l'Église. Et je suis désolée, la mairie et l'Église, c'est pas la même chose. Ou alors, on n'est plus en République laïque, on est en théocratie, c'est-à-dire on est en Arabie Saoudite, version chrétienne, et c'est l'inverse de toute notre histoire. Et c'est très, très important de ne pas céder à ce genre. Évidemment que c'est anecdotique et que ça peut paraître très, très déplacé de vouloir tenir à ces principes, mais c'est comme ça que se défont les pactes républicains. Quand on commence avec un accommodement, si on commence par dire « après tout, pourquoi pas Jésus en mairie ?» puis pourquoi pas un crucifix dans les salles de classe? Bon, à un moment donné, pourquoi pas les autres? Parce que vous avez dit judéo-chrétien, alors pourquoi pas faire comme au Canada, quand les ultra-orthodoxes juifs très, très, très orthodoxes du quartier de Montréal mettent le feu en pleine rue pour Soukhot et qu'ils considèrent que quand des pompiers arrivent, c'est porter atteinte à leur liberté religieuse que d'éteindre le feu qui a quand même accessoirement bloqué la rue pour tout le monde, ils disent « mais non, vous portez atteinte à notre foi ». On n'en finit plus. Donc céder aux accommodements, c'est ouvrir la guerre communautaire. C'est commencer une bataille où chaque communauté, d'abord chaque citoyen doit se communautariser pour être défendu, doit se définir en fonction de sa confession et doit ensuite dire vous faites pour les uns ce que vous ne faites pas pour les autres. C'est la tyrannie du 2 poids 2 mesures, c'est tout ce qui nous détruit actuellement et qui nourrit la haine. Donc on essaie, le modèle français, c'est une autre voie, c'est de dire on est pour la séparation des ordres, des espaces. Et il faut, et j'ajoute, c'est un peu l'idée de ce livre, avoir l'intelligence des espaces. L'école publique, c'est l'école publique. C'est pas la rue, c'est pas la plage. La mairie, c'est la mairie. Pourquoi est-ce que moi, par exemple, en tant que féministe, j'ai pris position contre le burkini en tant que vêtement? Je ne considère pas comme certains que c'est un vêtement comme un autre, que c'est une mode tout à fait sympathique, qui ne dit rien de l'état du monde et qui ne dit rien de l'état du rapport au corps. Mais je suis contre le fait d'interdire à la plage comme laïque, parce que si on se met à considérer qu'on doit légiférer et réglementer la plage comme on réglemente des espaces beaucoup plus symboliques que sont l'école publique, on bascule dans un régime autoritaire où tout ce qui nous déplaît, et monsieur, moi aussi ça me déplaît de voir des voiles, je suis féministe, chaque fois que je vois une femme qui se voile, alors j'imagine bien que sa mère et sa grand-mère étaient en bikini sur les plages de Tunis, du Maroc et d'Alger, j'ai envie de pleurer. Parce que je sais qu'on est face à une régression et qu'on doit encore se battre. Mais si on se bat en interdisant tout et en disant « à Rome, on fait comme chez les Romains, ici c'est la tradition, c'est un pays judéo-chrétien », alors là, je peux vous dire un truc, c'est qu'on est bien sûr de perdre. On est bien sûr de fabriquer des bataillons de gens qui vont se mettre à détester la République, à détester la laïcité. Et donc, il faut trouver cet équilibre entre ne pas être... C'est l'équilibre de Ferdinand Buisson, encore une fois, ni capitulation, ni oppression. Merci beaucoup Caroline. Et alors, d'après ce que je vois, il y a encore 2 questions. Un monsieur là-bas et un monsieur qui vient de lever la main. Et après, on va devoir s'arrêter. Je suis vraiment désolé. On va les rassembler, les 2 dernières questions. Alors, allez-y. Allez-y très rapidement. C'est vrai. Allez-y. Mais c'est une question brève. Hein. Mais je ne suis pas sûre que la laïcité soit très bien comprise par l'homme de la rue.
Autour de moi, lorsque je parle, je travaille en usine, lorsque je parle de laïcité, les gens sont dit c'est contre les religions. Et je passe mon temps à expliquer ce qu'est la laïcité. Donc déjà, si on veut bien échanger sur la laïcité, il faut bien la nommer. Voilà. Alors, c'est pas forcément une question, mais j'aimerais savoir comment, justement, bien expliquer à tous, pas à nous qui sommes ici, puisque nous, je pense qu'on a bien compris ce que c'était, mais aux gens de la rue, à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez raison, hein, tout part d'une bonne définition. Il y avait deux questions de messieurs aussi, et après on s'arrête. Allez-y. Moi, c'était juste une remarque par rapport à ce dont vous parliez. Est-ce qu'il faut réajuster aussi les éléments qu'on a actuellement, par exemple comme les jours fériés religieux? Faut-il du coup aussi revenir là-dessus? Merci. Et dernière question, je crois qu'il y avait un autre monsieur. Voilà, si on peut lui donner le micro. Le monsieur qui est là, voilà. J'aurais juste souhaité une précision. Quatrième, donc il y aura 4 questions en tout. J'arrête. Allez-y, allez-y. J'aurais souhaité une précision sur la manière dont vous utilisez dans votre livre les termes de république par rapport à la démocratie. Souvent, vous les opposez et vous dites il faut une république, comme la république est unificatrice, elle est un repère pour tout le monde, alors que la démocratie favorise les divergences, les aspirations minoritaires. Et je ne conçois pas, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi vous les opposez, alors qu'en fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Le modèle républicain ne fonctionne pas sans une vraie démocratie, et on s'en aperçoit de plus en plus tous les jours. Donc je vais avoir cette précision que je n'ai pas trouvée dans votre livre. Merci beaucoup pour cette question importante aussi. Et last but not least, monsieur qui levait la main depuis tout à l'heure, voilà, merci beaucoup. On va finir avec vous. Ma question va en quelque sorte avec celle qui a été posée sur les jours fériés de nature religieuse. J'aurais aimé savoir ce que vous pensez d'un enseignement spécifique, parce que je pense que dans les temps qui viennent, une grande partie du débat et du débat de la laïcité va porter sur l'école. Et pas simplement sur l'école, la différence entre l'école laïque, celle dont un slogan disait que c'était la véritable école libre, et puis l'école qui se prétend libre et qui est en réalité confessionnelle, mais sur la manière dont on enseigne et sur la manière dont la religion est prise en compte dans les enseignements. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez d'un éventuel enseignement du fait religieux, supposé scientifique et objectif, et est-ce que ce n'est pas donner justement à la religion un statut et la forme d'un objet spécifique à étudier, alors que cet objet pourrait fort bien être intégré au cours d'histoire qui existe déjà, comme c'est le cas de l'histoire de l'art. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais aimé vous faire une remarque sur ce que vous dites sur le port de l'uniforme, mais je crois qu'il y a peu de temps et je peux pas me passer de votre réponse, mais me passer de la question. On vous en remercie parce qu'effectivement, on est en train de dépasser le temps imparti. Et donc, Caroline, c'est à toi. L'enseignement du fait religieux, effectivement, est une lubie qui a trouvé preneur politiquement, donc c'est fait. Hein, voilà. Maintenant, on sépare cet objet de l'histoire, et moi je le regrette. Je pense qu'il fallait l'intégrer à un enseignement historique et de culture générale. Pour la question des jours fériés, je pense que la solution, elle est dans la capacité à culturaliser le confessionnel. C'est-à-dire qu'on a des jours qui doivent correspondre à des fêtes religieuses qu'il faudrait républicaniser et en faire des fêtes républicaines sur les mêmes jours. Les chrétiens ont fait ça, ils ont récupéré des fêtes païennes et ils ont mis leurs fêtes chrétiennes dessus pour être bien sûr qu'il y ait du monde à leurs fêtes. Ben c'est pareil pour nous. La République doit faire des fêtes républicaines qui peuvent recouper peut-être l'Aïd, Kippour et des fêtes chrétiennes, mais en leur trouvant une autre symbolique qui rassemble tout le monde sur des jours qui arrangent certains. Et pour ce qui est de la question, mais c'est comme ça qu'on arrive à trouver des convergences. Pour la question de démocratie et république, si vous m'avez bien lu, monsieur, il s'agit de même que j'ai jamais opposé les antitotalitaires et les anticolonialistes. Quand on est de gauche, on est les deux. Évidemment qu'on est et démocrate et républicain. Mais je dis que souvent, dans les fractures intellectuelles, il y a une gauche qui est plutôt une gauche démocrate, qui insiste toujours sur justement une forme, ça finit par être une forme de libéralisme qui aboutit à aussi ne pas être vigilant vis-à-vis des communautarismes, à toujours insister plutôt sur le droit à la différence. Et il y a une gauche plutôt républicaine qui insiste un peu plus, et ça dépend des périodes que nous vivons. Moi, je pense que dans la période dans laquelle on vit, il faut à la fois insister plus sur ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble, sur ce qui est universel,
Et en même temps, vous voyez bien que quand je proposition contre l'arrêté sur le burkini, là, c'est la partie de la gauche démocrate, y compris dans la gauche républicaine que je suis, qui se remanifeste, parce que si par contre on va trop loin dans l'interdit et dans le liberticide, il faut réinsister sur la démocratie. Et donc c'est comme une pédale pour conduire une voiture. Vous avez besoin effectivement d'une pédale d'accélération et puis vous avez besoin d'un frein. Il faut en permanence jouer des deux. Mais aujourd'hui, j'ai tendance à penser que la gauche républicaine est, je l'espère, capable encore de penser contre elle-même et de protéger la démocratie, quand j'ai le sentiment que la gauche uniquement démocrate ne se soucie plus de combattre les anti-républicains et même les anti-démocrates. Et c'est ça la différence dans l'énergie qu'on peut mettre dans un sens ou dans un autre. Et puis pour finir, Madame, vous avez résumé tout l'enjeu de faire des conférences publiques, de faire des livres, d'essayer d'aller à la télévision, même quand on n'a plus envie de voir certaines personnes, qu'on y va quand même. C'est parce que on a besoin de tout le monde. Enfin, je veux dire, on est une chaîne à nous tous. Moi, ce que je peux faire là où je suis, c'est d'essayer de créer une boîte à outils avec mes livres, d'essayer de me battre sur la précision du vocabulaire, d'essayer d'éclaircir les enjeux pour que, ensuite, en essayant de le vulgariser le plus possible, j'arrive à le délivrer dans des médias plus grand public et qu'ensuite chacun puisse se saisir d'une part de ça, peut-être acheter des livres pour se réarmer intellectuellement et ensuite aller se battre à l'usine, à l'école, dans les centres de formation, dans ceux qui vont porter secours aux migrants, aux réfugiés, partout où tous les citoyens sont actifs, de bonne volonté, qui savent l'importance de se battre sur ces sujets-là. À nous tous, c'est ce que j'aime dans ce pays, on peut vraiment faire comprendre la laïcité, lever ces malentendus face à ceux qui veulent les alimenter. Il y a beaucoup d'autres pays dans le monde où les gens ne lisent plus, où les gens ne se disputent plus, ils consomment, et c'est tout. Nous, on est un pays où on se dispute encore, où on lit encore, et donc on a encore cette capacité, cette vitalité intellectuelle qui, à mon avis, fera qu'on restera un des pays les plus agréables à vivre, même dans les années qui viennent. Mais ça dépend de nous tous ici. À nous tous, on peut éclairer 100 000 personnes dehors. Allons-y. Et merci d'avoir, chère Caroline, ici à Lyon, devant Guy Walter et ses équipes et la Villa Gilet, commencé de nous aider, disons, à penser ce que pourrait être un réarmement intellectuel de la République et du républicanisme. On va prolonger avec vous cette séance autour d'une dédicace du génie de la laïcité qui vient de paraître chez Grasset. Et merci à tous pour vos questions. À très bientôt.